Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une journée très particulière aujourd'hui, le 7 janvier 2025, puisqu'on se rappelle ce qui s'est passé il y a 10 ans à Paris, dans les locaux de Charlie Hebdo, un attentat terroriste islamiste. C'est important de nommer les choses. Je regardais dans les médias français où on nomme les choses, on nomme la barbarie islamiste. Il ne faut pas avoir peur de la nommer quand, dans le temps, il y avait des attentats commis, par exemple, par des indépendantistes basques ou quand il y avait des attentats commis par le IRA, des révolutionnaires irlandais. On les nommait. Alors, le 7 janvier 2025, des terroristes islamistes ont tué les caricaturistes, et pas juste des caricaturistes, mais aussi des employés, des gens qui travaillaient pour le journal satirique Charlie Hebdo. Et vous le savez, souvent les gens disent, moi je me rappelle où j'étais le jour où John F. Kennedy a été assassiné, je me souviens où j'étais le 11 septembre 2001. Moi je me souviens très bien où j'étais le 7 janvier, oui c'est ça, 2015. J'étais dans une salle des nouvelles, et quand on a eu la nouvelle de cet attentat, mon conjoint Richard Martineau a tout de suite eu un appel de nos patrons du Journal de Montréal, Journal de Québec, qui ont proposé à Richard d'aller à Paris pour couvrir cet événement-là et faire des chroniques. Et j'ai accompagné Richard à Paris. Ma collègue Cybèle Olivier, qui est journaliste à La Recherche, toi, il y a 10 ans de ça, t'avais 16 ans. Ouais. Est-ce que tu te souviens un peu de cet attentat-là et de l'impact que ça avait eu? J'imagine que tu te destinais déjà à devenir journaliste, donc c'est quelque chose qui t'intéressait. Donc, c'est ça ce que je pensais que tu allais dire. J'imagine que tu dessinais déjà. Je sais, mon Dieu, on a déjà parlé de ça, mais bref, j'aime bien dessiner des fois. Mais oui, à ce moment-là, moi, j'étais donc en secondaire 4. Je me rappelle en classe, on en a beaucoup discuté. Oui, mais, tant mieux. Je pourrais pas te dire avec exactitude les propos de notre discussion. Par contre, je me rappelle que les professeurs, eux, étaient comme en mode panique, tu sais, se disant comment on explique ça, comment on discute de ce qui est arrivé. Et je me rappelle que par la suite, on a eu beaucoup de discussions entre nous dans les classes à se dire, mon Dieu, mais je pense pas qu'on se rende compte de l'impact et de la gravité. De se dire qu'il y a des gens qui sont morts. On était sous le choc, nous. Qui sont morts pour avoir fait des dessins. Et je me souviens qu'à l'époque, donc, mon fils étudiait, j'avais inscrit mon fils à l'école française. Et donc, on suit le curriculum de l'éducation nationale française. Et cette journée, j'étais très touchée parce que en classe, ils ont demandé à tous les enfants de respecter une minute de silence. Et je pense que c'est un événement qui était très troublant. Et tu sais, je leur le racontais, je suis allée donc à Paris, j'ai accompagné Richard, et on a on a participé ensemble à cette marche le 10 janvier. Il y avait des centaines de milliers de gens qui sont descendus dans les rues de Paris par solidarité, des gens de toutes les confessions religieuses, de toutes les absences de confessions religieuses, des gens qui marchaient dignement dans le silence. Les seules fois où les gens n'étaient pas dans le silence, c'était pour chanter la Marseillaise. Je te le raconte, Cybèle, là, puis j'ai encore des frissons. Et on a tous vu des images de cette grande manifestation de solidarité-là, parce que, tu te souviens, au premier rang, il y avait des grands chefs d'État d'à peu près tous les pays du monde qui étaient là et qui se tenaient par le bras. Et il y a 10 ans, il y a eu cette solidarité-là entre les pays, entre les peuples, pour se dire, on n'accepte pas ça. Nos passaranes, c'est inacceptable que le terroriste frappe, que ça frappe la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté de création, la liberté de rire. Et tout ça, c'est une très longue introduction, mais je veux absolument qu'on parle de ça aujourd'hui parce qu'il y a 2 dessinateurs québécois qui ont participé à un concours qui avait été lancé par les gens de Charlie Hebdo, justement pour souligner les 10 ans de cet attentat terroriste islamiste. Un concours avec le hashtag, le mot-clic « Rire de Dieu ». Donc, ils ont lancé un appel à des dessinateurs partout à travers le monde en disant, faites des
des dessins pour rire de Dieu, parce qu'on a le droit de rire de Dieu. Et on va parler à Hubernaud, qui, lui, a participé à ce concours-là. Et deux de ses dessins ont été publiés dans le journal Charlie Hebdo. Hubernaud, bonjour. Bonjour, Mme Desrochers, vous allez bien? Moi, je vais très bien. Écoutez, vous, quand il y a 10 ans, justement, il y a eu cet attentat terroriste islamiste, comment vous aviez réagi à l'époque, Monsieur No? Oh, j'étais outré, mais en même temps, je me posais la question, la force de la répression, mais la force des images aussi. C'est quand même assez extraordinaire qu'on tue des gens pour des images. C'est absolument extraordinaire. Puis oui, j'étais outré qu'on puisse faire ça, mais de toute façon, depuis ce temps-là, je dessine. Ça vous a pas empêché de continuer à dessiner. Donc, comment vous avez entendu parler de ce concours-là lancé par les gens de Charlie Hebdo avec le mot-clic « Rire de Dieu ». C'est sur Internet. Je ne me souviens plus si c'est dans Facebook ou tout simplement j'ai vu passer ça sur Internet. Et comme je ne fais que ça, dessiner, alors j'avais déjà quelques idées à ce sujet. Je fais beaucoup social. Ma page Facebook, c'est mon médium pour élaborer ce que je pense. C'est de la caricature, tout simplement sociale et politique ou tout simplement absurde. Et j'ai ramassé tout ça, puis j'ai fait 2 dessins. J'aurais pu en faire 3, mais j'ai envoyé 2. Sans m'attendre à grand-chose, mais il y a quand même eu 350 personnes qui ont participé à ça. Ouais. Et alors, être choisi pas 2 fois, c'est bon. Ça fait du bien à l'ego. Parce que oui, c'est ça, c'est bon pour l'ego, parce que ça veut dire que les gens de Charlie Hebdo qui pratiquent cet humour-là, qui est cinglant, qui est bête et méchant, ont reconnu dans vos dessins le même genre d'esprit. Pourtant, on va regarder vos 2 dessins pour tout le monde qui nous regarde à la télévision, mais je vais les décrire aussi pour tout le monde qui nous écoute sur le web et à la radio. Alors, le premier dessin que vous avez fait, Hubernaud, on voit notre bonne vieille Terre, avec la planète bleue. Donc, on voit la Terre et il y a un fusil qui est pointé vers la Terre et sur le goupillet, ou enfin bref, le barillet de ce pistolet, il y a les symboles des 3 religions. Le symbole catholique, le symbole juif et le symbole musulman. Par contre, on pourrait vous dire que, juste parce que moi j'aime ça avoir un esprit critique, on pourrait vous dire que, dans le fond, dans le cas de Charlie Hebdo, c'est pas les 3 religions qui sont en question, c'est une religion en particulier, ou en tout cas des radicaux d'une des religions. Pourquoi vous avez décidé de mettre les 3 religions en même temps sur votre pistolet? Parce que l'absurdité, c'est les religions. Vous parliez tantôt là, de tout ce qui s'est passé. Et dans le monde, il y a eu les guerres de religion, il y a eu les pensionnats ici, il y a eu la religion a fait beaucoup, beaucoup de mal à l'humain en espérant trouver des solutions à quelque chose qui existe peut-être ou pas. Alors, je visais les religions. Et je pense que la plupart des dessinateurs, dans ce que j'ai vu à date, ça vise beaucoup les religions. Ben oui, l'esprit de pouvoir rire, la liberté d'expression, etc. Mais il y a aussi, en arrière de tout ça, il y a l'absurdité des religions qui fait, en tout cas, à mon avis, là, c'est personnel, c'est mon point de vue à moi. Écoutez, Monsieur No, bonjour, Cybèle Olivier, je suis en studio avec Sophie présentement. Je vous écoute, il y a beaucoup de commentaires qui rentrent à l'instant. Des gens qui vous écoutent, d'ailleurs, il y a Kelly de Montréal qui nous dit « Monsieur a bien raison, c'est tellement brillant s'obstiner sur un sujet que personne ne peut prouver. » Déjà ça, commentaire, mais aussi pose une question. Et vous, Monsieur No, je sais pas si vous y avez réfléchi, si vous avez peur d'une quelconque manière quand vous critiquez certains groupes, comme là, vous vous attaquez à 3 grandes religions. Mais Kelly de Montréal toujours nous dit « Pourquoi les caricaturistes n'ont peur que d'un groupe? » J'imagine qu'elle fait référence, principalement au groupe musulman, aux musulmans, principalement les islamistes. C'est une bonne question. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Monsieur No? Très, très bonne question, Kelly de Montréal.
Ben, de toute évidence, c'est ceux qui y ont peur de ceux qui se manifestent le plus. Bon, on fera pas toute l'histoire, mais ça, c'est parti de Mahomet, puis on peut pas représenter Mahomet, etc. Là, vous connaissez l'histoire autant que moi, mais oui, non, moi j'ai pas peur de ça, j'ai pas peur de mes opinions. Je les publie sur Facebook à tous les jours, puis c'est pas contre les gens, c'est juste un portrait de la société. Ouais. J'en suis pas contre les gens, j'en suis. C'est bon ça. C'est un cliché, voilà. hein. Mais c'est important. C'est un cliché. Mais la nuance que vous faites est importante, Monsieur No. C'est pas contre les gens, parce que les gens peuvent très bien croire. Il y a évidemment aucun souci là-dessus. On peut croire, ne pas croire. On peut, on peut adhérer à l'idéologie qu'on veut. Par contre, quand cette idéologie-là fait en sorte que il y a des fous de Dieu quelque part qui débarquent avec une Kalachnikov ou un AK-47 et qui tuent tout le monde, là, ça devient problématique. Je voudrais qu'on regarde la deuxième caricature que vous avez soumise, Monsieur No, et qui a été acceptée et retenue par les collègues de Charlie Hebdo. Donc, c'est un nuage, donc le fameux nuage divin, là, la main de Dieu. Mais c'est subtil parce que quand on regarde la main de Dieu qu'on a vu représentée, tu sais, dans combien de tableaux de Léonard de Vinci ou de Michel-Ange, ben là, la main de Dieu, les doigts sont pointés et les doigts de Dieu sont un fusil. Donc, manifestement, vous avez fait une association entre la religion et les armes. Donc, ça veut dire que c'est un Dieu tueur que vous représentez, là. Dieu tueur. Vous savez, quand on fait de la caricature comme je le fais, on a une fraction de seconde pour attirer l'attention des gens. C'est vrai. Et on a une fraction de seconde pour que les gens comprennent ce qu'on veut faire passer. Ouais. C'est ultra symbolique. Alors, les armes, c'est le symbole de la violence. C'est pour ça que j'ai utilisé dans les deux fois l'arme. Et dans le premier dessin que vous avez décrit, c'est la Terre. Le symbole, c'était la Terre qui se suicide à partir des religions. Ouais. Si vous regardez comme il faut le dessin, c'est vraiment. J'ai pas fait le bras, mais je laisse beaucoup de place à la personne qui regarde, mais on peut voir ce qu'on veut. Oui, c'est comme si. Qui se suicide, c'est ça, c'est que je l'avais pas vu, vous voyez, mais comme ça, c'est pour ça que c'est intéressant de vous parler. Parce que toi non plus, tu l'avais pas vu, Cybèle. Donc, on voit que c'est vraiment, en effet, comme un fusil mis sur la tempe. C'est quand même assez amusant, puis c'est pour ça que c'est important, les caricatures, Monsieur No. C'est que chaque fois. Moi, je suis pas du tout religieuse, hein, puis je respecte les gens qui sont religieux, mais j'ai pas cette fibre-là. Voilà, bon, c'est ça, on a ça en commun. J'ai fait mon apostasie et tout ça. Mais bon, peu importe. C'est que. Quand j'entends les gens me parler de religion, c'est toujours la religion, c'est l'amour de son prochain, l'amour. La religion, c'est la bienveillance. Mais pourtant, quand on regarde les dernières années, la religion, c'est toujours c'est du trouble, la religion. C'est donc ben du trouble. Vous êtes peut-être trop jeune, là, mais on a connu la grande noirceur. Et on s'est fait mener par le bout du nez par la religion. Et aller dire ça à des Autochtones qui ont passé par les pensionnats, c'est pas rien, là, ce que la religion a fait. Mais j'en viens au dessin. La Terre, c'est l'humain. C'est pas la Terre vraiment qui va se faire sauter, mais c'est la race humaine qui cherche des réponses, puis elle trouve pas, mais elle met ça dans les mains d'un être supérieur, alors que on sait très bien que la Terre, c'est un ensemble de tout. C'est un ensemble c'est un écosystème absolument extraordinaire qu'on est en train de détruire par la politique économique, mais beaucoup aussi par les esprits avec les religions. Absolument. Oui, voilà. Hubert No, vous êtes dessinateur, vous êtes graphiste, vous avez participé à ce concours international des collègues de Charlie Hebdo. Je dis collègues parce que quand on est journaliste, quand on est dans les médias, on doit avoir cette solidarité-là. Et quand on s'en prend à un journaliste, quand on s'en prend à un média, il faut que les terroristes sachent que c'est comme s'en prendre à tous les médias. C'est pour ça que je me permets cette familiarité-là avec les gens de Charlie Hebdo. Merci beaucoup, Hubert No. Et félicitations d'avoir vu vos images choisies par Charlie Hebdo. Donc, on comprend que vous êtes Charlie. Félicitations pour l'être. Merci beaucoup, Mme Desrochers.
Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Êtes-vous pour ou contre la pizza avec de l'ananas dessus? Non, je ne poserai pas vraiment la question. Mais chaque année, on voit, il y a des nouvelles tendances alimentaires. Il y a des affaires, des fois, tu dis, « Oh mon Dieu, les gens mangent ça cette année. J'ai assez hâte que l'année soit terminée pour que ce soit plus à la mode. » Ben justement, Bob le chef, que tout le monde connaît, a décidé de faire sa liste de tout ce qui était in et out. Ben oui, j'utilise des mots en anglais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce qui était tendance, c'est ce qui ne l'est plus en 2025. Voilà. Alors, on a décidé de recevoir. Ça te fait rire, hein, Cybèle, quand je prends mon petit accent? Tu deviens toi-même la propre caricature qu'on fait des Français voilà. avec ton accent. Ben oui, ben non, ben ça s'appelle l'autodérision. C'est bon, tout le monde aime ça. On aime ça. Bob le chef, bonjour. Ça va bien. C'est certain qu'en France, ils disent in et out. Ça, c'est certain. Ouais. Ils parlent pas de tendance. Ben, c'est du quoi? C'est parce qu'en France, c'est l'endroit au monde où on utilise le plus d'expressions anglaises. Je pense qu'ils en utilisent plus qu'en Angleterre. C'est fou, ça arrête pas. Bonjour, Bob. Ça fait plaisir de te voir. Merci de me recevoir. D'abord, on va commencer par ça parce que là, j'aperçois, tu es évidemment dans ta cuisine ou ailleurs. Oui. Non, je suis chez moi. Oui. Et c'est quoi? C'est une bouteille de quoi que t'as devant toi qui est à ton effigie? Ah! Allons-y tout de suite avec les les vins d'épicerie. Donc, c'est mon propre vin d'épicerie. C'est quelque chose, pour vrai, les vins d'épicerie ont eu mauvaise note pendant beaucoup d'années, hein, on va se le dire. Et t'as de la piquette, Bob. C'était de la piquette. C'était souvent de la piquette, là. Effectivement. C'était pas bon. Et le mot-clé que tu as dit, Sophie, c'est « c'était ». Ben oui. Il y a beaucoup de vignerons qui maintenant trouvent que c'est plus profitable justement d'aller vers l'épicerie. Et il y a une panoplie de beaux vins là qu'on peut découvrir à l'épicerie. Donc on peut tout faire nos emplettes au même endroit. Et moi-même là, ça fait 4 ans là que je me prête au jeu. J'ai plusieurs cépages disponibles dans toutes les épiceries du Québec. Et c'est un vin vraiment qualité SAQ, c'est-à-dire c'est tout fait au même vignoble. C'est moi qui sélectionne vraiment les cépages qui se retrouvent dans la bouteille. C'est vraiment... puis je l'ai souvent dit, je ne suis pas sommelier, mais dans ma carrière de chef, j'ai bu l'équivalent d'un vignoble. Donc, j'aime penser que j'en sais un peu sur les bons vins et c'est ce que je propose. Et il y a plusieurs, là, je pense à Stefano aussi. Oui, Stefano Faïka. Ouais. Geneviève Evrel de Sushi à la maison aussi, qui ont leur propre vin à l'épicerie, qui sont tous des beaux produits là à découvrir justement pour le grand public. Elle se vend combien ta bouteille? Le rouge, le blanc, elle se vend combien? Ça se tourne autour de 14 $, mais il y a tout le temps une des bannières d'épicerie qui l'a à peu près à 12,50 $. Donc, puis justement là, on est en récession. Qu'on dit, on entend le mot souvent. Donc, c'est le temps là, de magasiner les circulaires en ligne. Il y a tout le temps, là, on peut tout le temps trouver des bons rabais là, dans une des bannières. Écoute, je vais te dire honnêtement, Bob, une bouteille de vin que tu dis être de qualité et qui se vendrait 12 $, moi je trouve que c'est une super bonne façon de commencer l'année parce que tout le monde se serre la ceinture rendu au mois de janvier parce qu'on a tout le monde trop dépensé dans le temps des fêtes. Donc, j'adore ça. Oui. Alors, c'est donc, on va commencer par les in. Donc, tu nous as déjà dit le vin d'épicerie, le barbecue coréen. Ça, j'avoue que il commence à y en avoir vraiment beaucoup de ces... Est-ce que ton chat? C'est mon chat qui s'est mêlé de la partie, OK, là, désolé. Là, je pourrais faire des mauvaises blagues parce que ton chat apparaît au moment où on parle de barbecue coréen. J'espère que t'es pas en train de me dire que c'est de la viande de chat. The dogs and the cats. C'est une blague, évidemment. On a passé ailleurs depuis ces légendes, ces légendes ancestrales. Non, le barbecue coréen, le barbecue est très tendance au Québec. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Le Québécois là de tous les jours aime justement et pas seulement que l'été. Je pense que c'est une façon de faire face à l'hiver, de braver l'hiver, de se dire moi je vais partir mon charbon ou mon barbecue au propane même au mois de janvier. Et dans ces tendances, le barbecue coréen, c'est une cuisine quand même qui est accessible dans la cuisine asiatique. La cuisine asiatique pour des cuisiniers, des chefs cuisiniers comme moi là, qui ont travaillé longtemps en cuisine, c'est une cuisine qu'on fait rarement parce que c'est très compliqué. Faut trouver des ingrédients qui sont plus complexes. Tandis que on peut trouver vraiment tout ce qu'il nous faut pour faire du bon barbecue coréen à l'épicerie habituellement. C'est souvent fait avec
Justement des hautes cuisses de poulet, et aussi il y a toute la panoplie de restaurants de barbecue coréen là, qui se développent autant dans la vieille capitale qu'à Montréal. À Montréal, là, il y a des places extraordinaires. On vient vraiment mettre le grill. C'est un peu l'équivalent de la raclette, si on veut, coréenne. On vient mettre le grill sur la table. On grille nos propres aliments. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que c'est des repas où c'est convivial. On est assis à table. Oui, et on est assis à la table pendant longtemps. C'est d'ailleurs, rappelez-vous de prendre un Uber ou un taxi pour aller à ce style de repas ou le métro, parce que souvent on se lève de table après 3-4 heures et on a un petit peu trop bu. Donc, c'est juste un petit rappel là, au plaisir et sécurité. Alors là, il y a un truc parce que tu nous as envoyé ta liste des in et des out. Là, tu mets qui est in le Malibu ananas. Je n'ai aucune blip idée de ce que c'est cette affaire-là. Toi non plus? Ben, il y a une expression en anglais qui dit full circle. C'était quelque chose qui était très à la mode des années 80. Le Malibu, c'est un rhum coco qu'on retrouve dans la SAQ. Donc, c'est une bouteille blanche opaque écrit Malibu dessus. Et c'est un rhum à la noix de coco. Et on mélange ça avec du jus d'ananas, à défaut de la Punta Cana pendant la semaine de relâche cette année. Je vous suggère de l'essayer avec des glaçons, un petit quartier de et voilà. Et mais quand tu dis ben oui, ben on va recevoir une caisse de Malibu, toi. Je par la poste. M'en occupe. Tu t'en occupes. Mais le Malibu ananas, ça veut dire quoi? Que toi, tu rajoutes de l'ananas à ton Malibu? On rajoute du jus d'ananas à souhait, exactement. Habituellement, c'est 1/3, 2/3, mais si on a eu une dure journée, on peut y aller moitié-moitié. Ça fait toujours du bien. Moi, sais-tu ce que ça me fait? C'est que c'est de la liqueur de noix de coco. Et moi, le mot que je retiens, c'est coco. C'est que d'après moi, le lendemain, t'as mal au coco. Parce que c'est c'est comme la crème de menthe des années 90 là, tu sais, c'est à l'air d'être aussi ça frappe fort. Écoute, on a passé beaucoup de temps sur les in, mais moi je veux savoir les affaires qui sont out parce que tu me surprends énormément. Le air fryer, c'est out. Là, ça va faire de la peine à Alexandra Diaz, elle vient de faire comme 92 livres là-dessus. Quand j'ai publié ma liste de air fryer, je savais que c'était pour susciter beaucoup d'intérêt pour vrai. Pourquoi c'est out, Bob? Ben, moi, j'utilise le air fryer. J'en ai même 2 chez moi. Je sais que tout le monde l'utilise. C'est pas out de l'utiliser. Faire des recettes au air fryer, que ce soit un peu plus santé, en guillemets, quand on parle de poulet frit, des trucs comme ça. C'est très le fun. C'est moins salissant, ça sent moins. Mais c'est tout le contexte, tout le alentour du air fryer, les livres, les vidéos, l'exagération aussi. OK, l'hystérie du air fryer. Oui, c'est fini, ça. Exactement. OK, j'adore. Il y a des trucs qu'on peut faire au four que c'est bien moins long qu'au air fryer. Bon. Je veux dire, ce qui veut une friteuse se fait au air fryer, mais moi, je vous le dis, un pain, ça va dans le four. OK? Il y a des recettes de pain au air fryer, je le sais. Pitchez-moi des roches, vous en faites du bon. Mais moi, je vous le dis, je fais un Moses de bonne miche dans mon fourneau à l'arrière de moi. D'accord. J'adore ça. Retour à la simplicité. J'adore dans tes out, t'as mis la crème dans les pâtes carbonara. Je veux juste dire, il y a jamais dans l'histoire de l'humanité, il y a jamais eu de crème dans les carbonara. Dans les vrais carbonara. Il y en a pas. Il y a pas un Italien qui met de la panna, de la crème dans ses carbonara. C'est comme tu te fais excommunier sur le champ. Exclu de Saint-Léonard, rien de moins. Mais effectivement, on retrouve encore beaucoup de restaurants qui vont mettre de la crème à la place de monter la sauce avec le jaune d'œuf. Des œufs, oui. Des œufs de cuisson, exact. Les œufs, l'eau de cuisson l'eau aussi. De cuisson. L'eau de cuisson, on parle beaucoup de récession. J'aurais pu le mettre dans les in. Oui, vas-y. L'eau de cuisson des pâtes, c'est à retenir. On prend tout le temps une tasse d'eau de cuisson des pâtes. Et quand on veut faire des pâtes au beurre, justement, là, on remet l'eau de cuisson après. Une fois qu'on a goûté nos pâtes, on remet le petit peu d'eau de cuisson qu'on a ramassé dans notre chaudron. On remet ça dans notre poêlon avec notre bacon. On monte ça au beurre, un petit peu d'œuf, de jaune d'œuf là-dedans, et on a quelque chose de très crémeux, de très bon et de très peu coûteux, encore une fois. Donc, évitez la crème à tout prix. Mais par contre, si tu veux faire des carbonara, ça te prend soit du bacon ou voyons comment ils appellent ça,
La pancetta? La pancetta, je veux pas mal le dire, le guanciale, mais je suis sûr que je dis mal avec mon accent de toute OK, Bob, je m'en allais pour dire guanciale, puis là, je me suis dit, Sophie, essaye-toi pas, tu vas mal le prononcer. Fait que c'est pour ça que je me suis dit pancetta, je suis capable de dire ça. Mais donc, tu as tout à fait raison. Est-ce que tu suis le comédien Stanley Tucci, il est d'origine italienne, le comédien américain, et il fait une série de reportages, on trouve ça sur CNN, où il va en Italie, retrouver les recettes de ses ancêtres puis tout ça, et à un moment donné, il rencontre un chef qui lui dit, écoute, la crème, c'est péché. Alors, je suis très contente de savoir que t'es de la même école que Stanley Tucci. Alors, on le rappelle, le air fryer, l'hystérie, c'est fini en 2025. Vous l'aurez appris ici en primeur, mesdames et messieurs, sur les ondes de Cube Radio. Merci beaucoup, Bob le chef. Hey, merci à vous, c'est un plaisir. À très bientôt. Cybèle, donc, on prend des notes, hein, savoir moi, ce qui est. En plus, les pâtes, c'est mon... Moi, on m'a souvent posé la question, tu sais, toi, c'était sur une île déserte, là, tu peux manger un plat jusqu'à la fin de ta vie, des pâtes. Peu importe à quoi. Pas là, je suis déçue pour la crème, là. Moi, je trouvais ça bon, mais bon, des pastas, n'importe quoi. Tu prends du jaune d'œuf, tu prends 3 œufs, des jaunes d'œufs, puis tout ça, là. Sinon, t'es excommunié par les Italiens. Ah, il m'a donné faim. Voilà. Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Mesdames et messieurs, je dois vous faire une confidence, Cybèle. Je dois te confier que j'ai un petit peu une compulsion. J'adore les gratteux. Je me sens bien quand je prends un gratteux puis que je gratte. Donc, c'est la première fois. Non, j'ai pas besoin de thérapie quand même. Ouais. Non, j'ai pas besoin de 1-800. Ouais, c'est ça. Mais, et donc, je capote complètement parce que l'Auto-Québec, depuis hier, a sorti cette nouvelle loterie. C'est un gratteux, ça s'intitule La course au lingot. Ça coûte 20 $ et t'as 20 possibilités. C'est-à-dire qu'il y a 20 billets qui te font gagner un lingot d'or. Puis un lingot d'or, aujourd'hui, ça vaut 125 000 $. Moi, je trouvais que c'était une super bonne idée, mais peut-être qu'il y a meilleure façon d'investir son argent. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de parler avec Fabien Major, qui est planificateur financier et chroniqueur. Bonjour, Fabien. Bonjour, Sophie. Tu me connais parce que en fait, Fabien est mon planificateur financier. Donc, conflit d'intérêt ici peut-être. Mais Fabien, est-ce que tu me conseillerais comme conseiller financier d'investir comme je viens de le faire 40 $ pour acheter 2 loteries de lingots d'or? Bon, d'abord, on va corriger ça tout de suite. C'est pas de l'investissement, c'est du divertissement. On s'amuse avec ça et on participe à renflouer les coffres de l'État. Voilà. Parce que tout l'argent de l'Auto-Québec est investi, entre autres, ils investissent beaucoup en culture, ils investissent, bon, évidemment, c'est après, dans les coffres de l'État, il y a aussi la santé, etc., et l'éducation. Mais donc, c'est un investissement. Donc, c'est comme si je prenais 40 $ et que je l'envoyais, c'est un impôt volontaire, finalement. Exactement, c'est ça. C'est comme la cigarette, hein, et l'alcool par vous. C'est vrai. Mais c'est amusant, c'est vrai, gratter, mais c'est pas un investissement. Mais je trouve que l'idée est aussi très bonne. C'est marketing. Parce que, évidemment, les gens vont dire, je peux gagner un lingot. Imaginez recevoir, là, un bloc, une brique d'1 kilo, 125 000 $. Les gens peuvent prendre aussi le chèque à la place et j'imagine que la plupart des gens vont faire ça. Mais ceux qui veulent quand même investir dans l'or, il y a moyen de le faire et des petits montants aussi. Vous n'êtes pas obligé d'y aller par tranche de 125 000. On pourrait investir, par exemple, 500 $. Ça se fait très bien. Et vous pouvez le faire par le biais de la Monnaie royale du Canada. On peut acheter des reçus de transactions boursières. Là, évidemment, c'est une société de la couronne, ce qui fait que vous ne participez pas à de la spéculation qui est faite avec des sociétés financières. C'est directement avec la Monnaie royale. Et aussi, les lingots qui vous appartiennent par ce reçu-là sont dans les voûtes, sont sécurisés. Parce que je pense que c'est le plus gros problème avec l'or, c'est l'entreposage, les coûts d'entreposage, puis aussi l'aspect sécurité. Imaginez, vous gagnez une brique comme ça de 125 000 $, le lingot, l'Auto-Québec prend votre photo et puis vous l'amenez à la maison. Eh ben oui, hein, bienvenue les voleurs. Oui, t'as tellement raison. T'as tellement raison. Alors là, il faut que tu achètes un coffre-fort pour mettre tes lingots d'or. Il faut que tu aies un système d'alarme à la maison. Finalement, tu te retrouves à
d'évaluer. Voilà, c'est ça. Tu viens de, tout d'un coup, t'es rendu à 120 000. Elle est très bonne. Oui. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est que la raison pour laquelle l'Auto-Québec se lance là-dedans, c'est qu'il y a tout un phénomène. Par exemple, dans les Costco, on peut acheter des petits lingots d'or et dès qu'ils les mettent en vente chez Costco, ça disparaît des fois dans la journée. Oui, on peut acheter une once d'or, c'est à la valeur marchande aujourd'hui environ 2663 $ américains, mais il faut dire que la dernière décennie a été formidable. On parle de rendement de plus de 10% par année. Dernière année, avec le taux de change, 33% de rendement. Wow! C'est sûr, c'est inerte, mais quand même, on voit qu'il y a un pouvoir, il y a une attraction. J'ai colligé juste pour toi, Sophie, des petites statistiques sur l'or. Merci, puis, Fabien. J'écoute ça. C'est assez formidable. C'est un métal qui ne rouille pas. Il est quasiment éternel, comme les diamants. Et l'or est d'origine stellaire. Ça, c'est hallucinant. Ça vient des explosions d'étoiles massives, comme les supernovas, les collisions d'étoiles à neutrons. Et tout l'or présent sur Terre là vient d'événements cosmiques de la sorte. Et le plus étonnant, c'est que le corps humain en contient environ 0,2 mg, principalement dans le sang. Et on a de l'or dans le sang? Oui, on en a tous. C'est la poussière d'étoiles. Et comme c'est inerte et non toxique, il y a des SMAT, j'imagine qu'il y en a à Mar-a-Lago, qui les utilisent comme décoration alimentaire dans des desserts, des boissons, même des sushis. Et ça se retrouve ensuite dans les faux septiques. Il y a vraiment de l'or partout. Mais il faut aller le chercher où il est. Et maintenant, on sait qu'il est au fond des océans. On trouve environ 20 millions de tonnes d'or dissous dans les océans et parfois trop dilués pour être extraits de manière rentable, mais il y en a vraiment partout. Il y en a partout. Alors, pendant que je te parle, c'est pas parce que je veux pas être impoli, mais je continue à gratter parce que j'avais acheté un premier. En fait, j'en ai acheté deux gratteux de la course au lingot. Le premier, je l'ai fait hors onde avec mon collègue Hugo Veilleux que je connais depuis des années. Puis ça fait des années qu'il me voit gratter, puis il est bien tanné de me voir gratter. Il va avoir le droit à un petit bout quand tu vas gagner. Non, jamais, pas une scène. Si je gagne, c'est pour moi. En plus, Hugo, tantôt, Sophie, quelqu'un a fait une joke par rapport à ton quand t'as gratté avec Benoît, puis elle a dit c'est pour ça que Sophie, elle aime pas Noël, elle aime pas donner. Le gratteux. Mais non, si vous la connaissez, elle est très généreuse. C'est pas parce que j'aime les gratteux que je suis une gratteuse moi-même. Et donc, j'en ai gratté un avant d'aller en onde, puis j'en ai parlé tout à l'heure avec mon collègue Benoît. Mais là, je voulais en direct à la télé, à la radio, en gratter un, parce que je me disais, quel coût publicitaire ce serait si jamais je gagnais en ondes 125 000 $. Ben, c'est sûr, j'en donnerais peut-être une partie à des bonnes causes, mais je suis vraiment désolée de vous annoncer, j'ai strictement rien gagné. Mais Sophie, je veux juste renchérir parce que il y a quelques-uns de nos auditeurs qui nous ont dit « Mais non, Sophie, tu te trompes, c'est 1 sur 40 millions, c'est 1 sur 14 millions. » Je vais vraiment les voir, je me suis dit « Goudon, c'est-tu trompé? » Non, c'est bien 1 sur 40 000. Ben oui, t'as une chance sur 40 000. Tu sais, t'as des chances approximatives de gagner un lot. 1 sur 3,7, je veux dire. Oui, c'est 1 sur 3,7, c'est-à-dire que tu peux gagner, mettons, un billet de 20 $. Oui, c'est ça. Mais de gagner un lingot, c'est 1 sur 40 000. Là, t'es en train de me dire que quand je dis des choses en ondes, il y a des éditeurs qui écrivent en disant « J'ai l'impression que Durocher est dans le champ. » Je suis pas dans le champ, mesdames et messieurs. Je fais mes recherches. Avant d'aller en ondes. Fabien, je trouve que c'est important quand même de parler, quand on parle justement d'investissement, il y a comme des valeurs refuges. Quand il y a beaucoup de choses qui tempêtent sur les marchés puis tout ça, l'or est quand même une valeur refuge. Donc, le fait que l'Auto-Québec fasse cette loterie-là, que ce soit que tu puisses gagner un lingot d'or, est-ce que c'est pas aussi un signe des temps que les gens sentent qu'il y a comme une espèce d'insécurité avec tout ce qui se passe en politique et tout, puis que l'Auto-Québec nous dit, on va vous rassurer les Québécois, puis vous allez pouvoir gagner de l'or. Je vois plus, c'est la mise en marché. Oui, on a profité du fait que l'once d'or augmente et puis on va tabler là-dessus. Ça fait toujours rêver. L'or, ça fait à peu près 3000 ans qu'on s'en sert comme monnaie un peu partout dans le monde. Et étant donné que c'est très rare, même s'il y en a partout, là, c'est rare de la concentrer. Là. Si on rassemblait tout l'or qui a été extrait dans l'histoire de l'humanité, ça ne remplit que 3 piscines olympiques.
Alors, pour vous dire, c'est très lourd, mais la quantité, elle est relativement petite pour un espace qui est à la grandeur de la planète. Là. Okay. Alors, il y a vraiment la rareté qui fait que c'est un refuge. Et puis, ce refuge-là, il va toujours revenir de temps en temps. Puis, certains, peut-être les plus conservateurs, les plus peureux, prudents, veulent avoir peut-être un 5 à 10% dans leur portefeuille. Mais on peut le faire aujourd'hui avec des fonds négociés en bourse sans avoir à l'entreposer puis craindre justement de se faire hold-upper. C'est ça. En terminant, vraiment 30 secondes, un oui ou un non, enfin une réponse simple. Si, mettons, j'avais gagné tout à l'heure, que j'avais gagné un lingot, est-ce que tu m'aurais conseillé de garder le lingot ou de prendre la valeur monétaire de 125 000 $? Autrement dit, est-ce que mon lingot pourrait s'apprécier au cours des prochaines années ou je suis mieux de prendre un 125 000 tout de suite? Ben, c'est de la concentration dans un actif et moi, tu sais, je prône la diversification. Okay. Vous pourriez très bien prendre l'argent et dire, on va consacrer sur le 125, peut-être un 10 000 à de l'or, mais le reste, on se gâte un peu, on cotise au REER dans son CELI et on va en voyage. Il est-tu plate, lui? On se gâte un peu, on met de l'argent dans nos REER. C'est pas ça, se gâter, Fabien Major. C'est partir en voyage. La future toi. Oui, je l'ai mis sur la liste quand même. La future moi va être contente. T'as tout à fait raison, Cybèle. Merci beaucoup, Fabien Major, conseiller financier et chroniqueur. Toujours un plaisir de te parler. À bientôt. Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Il y a beaucoup de changements dans l'émission en cette nouvelle saison de janvier 2025. Mais il y a des choses qui ne changent pas. Marc Boilard est toujours là. Bonjour, Marc. Salut, Sophie. Plaisir de te retrouver. Marc, mon collègue Guy Fournier dans le Journal de Montréal disait à quel point ses apparitions à la télévision, à quel point ses apparitions dans les médias ont façonné les mandats de Justin Trudeau. Oui. C'est un petit peu de ça aussi que Absolument. tu veux nous parler. Est-ce qu'il a bien su ou mal su utiliser? Est-ce que c'est un bon ou un mauvais kid Kodak, Justin Trudeau? C'est ni un ni l'autre, Sophie. C'est la théorie que je vais t'amener aujourd'hui. D'accord. Théorie très personnelle. Moi, j'adore ça, Marc, parce que tu nous amènes toujours... Moi, je suis là, je m'en vais ici. Puis là, toi, tu m'amènes là et tu me déstabilises. J'adore ça. Alors, non, mais c'est le même propos. C'est-à-dire que ça part de cet article-là, puis on parle de l'influence média sur les politiciens. Ouais. Mais quand je te dis c'est ni un ni l'autre, c'est que je juge que maintenant, ce qu'on appelait avant le quatrième pouvoir, donc le législatif, l'exécutif, le judiciaire et les médias, c'est le premier pouvoir. Ah oui, à ce point-là. Absolument. Puis ça, je vais même te dire à partir de quand. Au Moyen Âge, OK, de 500 à 1500. Tu remontes loin. Écoute bien, de 500 à 1500, on appelle ça le Moyen Âge. Oui. C'est une période où il y avait à peu près pas d'évolution. D'une génération à l'autre, le monde était à la même place. Il n'y avait pas grand-chose de nouveau. Ça a été 1000 ans de stagnation. Okay. L'équivalent du savoir d'une personne moyenne au Moyen Âge en Europe, c'était dans tout ce qu'elle savait dans toute sa vie, c'était l'équivalent de l'édition du dimanche du New York Times. T'es donc bien hot. Ben, c'est parce qu'on a lu les mêmes livres. Mais c'est OK, ben bravo. C'est ben, ça, c'est exactement ça. Cette statistique-là est hallucinante. Ouais. Il était pas le New York Times du Attends, dimanche. je vais juste répéter la statistique. Alors regarde, mettons que tu achètes le New York Times du dimanche parce qu'il y a le cahier livre, puis il y a le cahier ici, puis tout ça, il est comme super, il est épais comme ça. Si tu prends le temps de lire le journal du début jusqu'à la fin, tu vas avoir absorbé plus d'informations que ce que quelqu'un avait dans toute une vie au Moyen Âge. Ouais. Parce que si t'étais agriculteur, tu savais faire pousser des patates, c'était pas mal ça que tu savais dans la vie. Tu faisais vraiment bien pousser. Donc, c'est ce qu'on appelle la surinformation. On est trop informé. Voilà, et il y a une date à laquelle c'est arrivé. C'est quand? C'est 2007. Ah, explique-moi. Qu'est-ce qui s'est passé en 2007? Ben des affaires. Mais il y a un truc qui a changé énormément l'information. Tu l'as probablement dans tes poches, dans ton sac à main à journée longue. Ben, le cellulaire. Le iPhone. Oui, le iPhone. Qui a amené les autres téléphones mobiles, etc., puis qui a amené donc, pour la première fois, l'information sur toi. Ouais. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire que les gens ont été, en anglais, on dit overwhelmed. Ouais. C'est un débordement d'informations. Débordé, c'est le bon terme. Que peu de monde sont capables de vraiment faire le tri. Ouais. Donc, si on en vient à l'article de Guy Fournier et à ta question, est-ce que Justin Trudeau, Julien, il est le pauvre qui est mort. Pas grave, ouais. Est-ce que Justin Trudeau a bon bien ou utilisé ou mauvais pas? Kid Kodak? L'important, c'est d'être à la télé. Ouais. C'est ça maintenant qui est l'important. Et au municipal, c'est plus vrai que jamais. Moi, j'ai remarqué que celui qui gagne les élections municipales, c'est celui ou celle qui passe le plus à télé. Ouais. Point barre.
Je pourrais t'en faire une garantie. Et Donald Trump a été élu parce que, et je m'en souviens, en 2015, je suis abonné au New York Times depuis longtemps. Sur mon iPad, en 2015, j'avais fait une capture d'écran. Il y avait 6 articles pour dénigrer Donald Trump. Mais c'était 6 articles qui parlaient de Donald Trump. Voilà, parlez de moi en bien, parlez de moi en mal, mais parlez de moi. Voilà. Alors, quand on parle de l'utilisation des médias par Justin Trudeau, il y a des fois où lui-même était la cible des médias, mais des fois où c'est vraiment lui qui est allé vers les médias. Je pense qu'il y a deux moments marquants. Il y a quand il avait participé à Canada's Drag Race, ça avait été vendu, comprends-tu, à travers le monde. On disait c'est la première fois qu'un politicien en exercice participe à une des 22 000, j'exagère, mais il y a vraiment beaucoup de déclinaisons de Drag Race. Donc, c'est une compétition de drag queen. Et moi, personnellement, je me disais, hey, chose, t'as pas un pays à gérer? Allô? Voilà. Non, c'est parce que j'avais pas vu ces images-là. T'avais pas vu ces images-là? Mais en même temps, qu'est-ce que tu dis quand il fait du ski puis quand il va voir Taylor Swift? Oui, mais là, c'est sa vie privée, c'est pas la même chose. Là. Il peut choisir que ça fait partie de ses intérêts personnels. Voyons, écoute, il est tellement, là, marketing, tu dis ça pourquoi? Tu dis ça parce que tu l'aimes pas. S'il avait fait une activité qui adhère à ta valeur ou tes trucs, t'aurais fait « Ah, gars, il est le fun, il est là-bas. » Et c'est exactement mon point. Non, je penserais pas parce que, par exemple, moi personnellement, Justin Trudeau, Poilièvre, j'ai pas de préférence. Okay. Mais tu vois, Poilièvre, par exemple, la fameuse scène en octobre 2023 où Pierre Poilièvre, c'est ça, tu fais le geste. Il croque sa pomme. Ouais. Alors, si vous l'avez jamais vu, Justin, puis Jean-Philippe, tu vas pouvoir le retrouver parce que je devais parler de ça avec Benoît tout à l'heure, donc tu l'as sûrement pas loin. Hein? C'est l'extrait que j'avais envoyé à Cybèle tout à l'heure. Donc, en octobre 2023, Pierre Poilièvre, voilà, on le voit là, il est interviewé par un journaliste en Colombie-Britannique et dans un verger, et t'as Pierre Poilièvre qui mange une pomme et le langage corporel de Pierre Poilièvre, c'est « je me contre-Saint-Cyboirise de ce que tu dis parce que t'es un épais de journaliste puis tes questions sont nounounes ». Mais donc, mais c'est sa vie privée aussi, tu peux dire. Oui, mais dans les deux cas, ça fait que réconforter ceux qui l'aiment, puis ça fait que irriter ceux qui déjà l'aiment pas. Donc, ce qui compte au final, c'est que les camps restent tout le temps les mêmes. C'est rare que les gens changent d'opinion. C'est extrêmement rare. C'est peut-être plus rare que jamais. Pourquoi? Retournons au début. Il y a tellement d'infos de toutes sortes que c'est pas vrai que ni toi ni moi, Sophie, on travaille là-dedans. Ni toi ni moi, on est à l'abri de faire « Ah, écoute, attends un peu, je commencerai pas à regarder toutes les pour et les contre, les tenants, les aboutissants, le perte et profit autour de chacun. Non, j'ai des allégeances. Voici que Sophie Durocher fait un truc. Sophie, moi, je l'aime. Ben, je trouve ça rigolo. Quelqu'un qui l'aime pas va dire « Hey, qu'est-ce qu'elle fait là? Comment ça se fait qu'elle a le temps de faire ça? » Quand je suis allée à Sortez-moi d'ici, mettons. Bon, par exemple, voilà. Mais tu vois, je suis allée à Sortez-moi d'ici, des gens qui ne me connaissaient pas ou qui m'aimaient pas, on dit « Ah, ben tiens, finalement, je l'aime maintenant parce qu'elle a risqué sa vie. » Bingo. Tu viens de passer à la TV, puis t'as amené du nouveau monde. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Au Golden Globe dimanche, il y a quelqu'un qui a fait une blague que je trouve extraordinaire, qui s'est adressé à tous les gens, aux artistes, aux comédiens, etc., qui étaient dans la salle, et qui a dit « Oh mon Dieu, vous avez tellement de pouvoir, vous êtes vraiment des gens de pouvoir, mais il y a un pouvoir que vous avez pas, c'est de dire aux gens comme pour qui voter. » Exactement. Et c'est tellement extraordinaire parce que ils ont passé toute la dernière année, ces gens-là de Hollywood, à dire Donald Trump, c'est Satan, votez pour Kamala Harris. Ça a fait prout-prout, ça a fait pouet-pouet. Mais pendant ce temps-là, c'est parce que Trump, lui aussi, était à la télé, lui aussi, il passait partout. S'il avait été absent des médias, si ça avait été juste un gentil monsieur... Écoute, j'ai entendu une phrase extraordinaire dans un podcast en France la semaine passée, où il disait, on nous dit toute notre vie, nos parents, à l'école, les professeurs, que la respectabilité amène le pouvoir. C'est le pouvoir qui amène la respectabilité. Donald Trump, là, je sais pas si tu as vu les images quand il est allé à l'ouverture de Notre-Dame de Paris. Il est arrivé là, c'était Taylor Swift. Tous les dirigeants du monde le regardaient. Pourquoi? Parce qu'il passe à la TV. C'est lui qui décide, ça va être de même. Comprends-tu? Pas parce qu'il est fin. Parce que même ultimement, c'est comme voir un méchant arriver. Non! C'est comme voir que le personnage d'Exorcisme. Tout le monde est fasciné. Mais il est rendu respectable. Pourquoi? Parce que le monde, il baise la main. Parce que M. Trump, il a du pouvoir. C'est le pouvoir qui amène la respectabilité, c'est pas l'inverse. Les images dont on parlait tout à l'heure, la Pierre Poilièvre qui mange sa pomme dans un verger, Elon Musk, il y a 11 heures de ça, tout récemment,
a republié cette vidéo-là parce que quand c'était sorti en octobre 2023, c'était devenu viral. Oui. Puis écoute, tout le monde, tu sais, de Fox News, ça avait fait le tour du monde. Oui. Et là, Elon Musk a dit que c'était un chef-d'œuvre, ça. Et le pouvoir de l'image, moi, là, si jamais il est élu, Pierre Poilievre, je pense qu'il va falloir qu'il remercie le verger. Parce que c'est cette pomme-là, le fait qu'il est croqué dans la pomme qui va faire en sorte qu'il soit élu. Les gens ont capoté sur cette image-là. Oui. Versus le journaliste qui pose des questions de nous. Le journaliste lui dit, vous avez comme, vous utilisez la méthode Trump. Ouais. Bon, ben, il demande, vas-y, comme quoi, là? Oui, c'est quoi? Donne-moi un exemple. Ouais, Puis l'autre est là, complètement. il n'est pas capable. Ouais. Marc Boilard, c'est toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup. À bientôt. Cybèle Olivier, toujours un plaisir également. Partagé. Et je voudrais juste dire officiellement que les gens se sont excusés, Sophie, de t'avoir remis en question. Et ils disent même, on va aller s'acheter un billet. Là. Il y a Marcel qui dit, je vais aller me chercher un billet, moi aussi. Un billet de l'auto Lingo. Et si vous gagnez, monsieur ou madame, ou personne non-binaire, j'aimerais avoir 10% de votre 125 000 $. Merci à tout le monde. Bravo. Et on se retrouve demain. Cube.